Il avait pourtant tout prévu. La tour gothique devait s'élever au centre, très exactement au centre des deux ailes de l'hôtel de ville. Les proportions devaient être irréprochables, l'harmonie de l'ensemble admirable. Mais une fois la dernière pierre posée, l'architecte Van Ruysbroek dut se rendre à l'évidence. Où qu'il se trouvait sur la grande place de Bruxelles, la tour de l'hôtel de ville apparaissait décentrée. Elle se moquait du milieu qui lui avait été assigné. La sanction d'une telle asymétrie fut prononcée à titre posthume. Pour avoir manqué son œuvre, l'architecte ne méritait pas moins qu'une corde. Tel fut du moins ce que décréta l'écrivain français Jean-François Régnard après avoir visité les lieux en 1681. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Madame, Messieurs les secrétaires, Mesdames, Messieurs, quiconque a déjà vu l'hôtel de ville bruxellois jugera la sentence assurément disproportionnée. Tout à sa critique, notre écrivain n'a pas vu l'essentiel. Le monument constitue un véritable chef-d'œuvre de l'architecture gothique. D'architecture, il est également question dans l'affaire qui vous est soumise aujourd'hui, mais elle vous conduira sous d'autres latitudes que celle de la Grand Place bruxelloise. C'est à La Réunion que l'auteur du pourvoi a fait édifier sa maison. L'initiative n'a suscité chez sa voisine qu'un enthousiasme modéré. L'origine de sa contrariété, la hauteur du bâtiment. Le constructeur n'avait pourtant pas érigé un beffroi sur le toit de sa maison, mais il lui était reproché d'avoir dépassé de 70 cm la hauteur maximale autorisée. Il n'en fallait pas plus pour que notre voisine courroucée saisisse le juge civil. Son but, obtenir la démolition du toit à concurrence des décimètres excédentaires. Ce n'était certes pas exiger la corde pour le responsable, mais une telle sanction pouvait tout aussi bien lui être fatale. En pratique, c'est l'intégralité de la toiture qu'il lui faudrait démolir, puis reconstruire dans les dimensions autorisées, le tout pour un coût prohibitif. La Cour d'appel ne s'est pas interrogée sur le caractère possiblement démesuré de cette condamnation. Sans sourciller, elle a ordonné la démolition. Vous voilà donc saisi de la question suivante. Le juge du fond, statuant en matière extra-contractuelle, peut-il apprécier la réparation due à la victime au regard du caractère disproportionné de son coût pour le responsable du dommage? Vous y répondrez par l'affirmative. La responsabilité délictuelle vise à réparer le préjudice subi par la victime, non à asphyxier l'auteur du dommage. En rappelant cette nécessaire pondération, vous n'éroderez pas l'exigence de réparation. Tout au contraire, vous en maintiendrez la solidité. Équilibré, d'une part, pérennisé, d'autre part. Équilibré. 1,618. Ce nombre vous est inconnu? Il est pourtant celui des divines proportions, le nombre d'or célébré par Léonard de Vinci dans L'Homme de Vitruve. Ce parfait équilibre, c'est également celui vers lequel doit tendre la justice en toutes circonstances. La responsabilité extra-contractuelle n'échappe pas à cette recherche de la juste mesure. C'est ici à la balance pondérée et non au glaive vengeur qu'il faut recourir. Compenser adéquatement d'abord, sans accabler inutilement ensuite. Compenser adéquatement. Réparation intégrale. À coup sûr, ces deux termes seront martelés par mon contradicteur. Ce principe, vous dira-t-on, ferait nécessairement obstacle à ce que soit accordée la moindre considération à l'auteur du dommage. Celui-ci a fauté, il lui faut intégralement réparer, dût-il pour cela être conduit à la ruine. Le raisonnement est impeccable, mais il encourt le reproche adressé par Charles Péguy à la morale kantienne. Avoir les mains pures, certes, mais ne pas avoir de mains. En clair, se contenter d'abstractions désincarnées. Partons à la recherche de ce continent fantasmé appelé réparation intégrale. Comme les explorateurs du XVIe siècle, prenons le large. Mais quelle direction viser? Quelle route emprunter? Nous avons beau naviguer, l'Eldorado nous échappe. La raison en est simple. La réparation intégrale constitue une fiction juridique, ou, pour reprendre les termes du président d'Intillac, une utopie constructive.
Il n'est évidemment pas question de limiter le droit à réparation de la victime, mais seulement de reconnaître qu'une telle réparation est condamnée à l'approximation. Que peut bien vouloir dire réparer intégralement un dommage corporel irréversible? À combien chiffrer le préjudice moral consécutif à la perte d'un être cher? Le principe de réparation intégrale doit être démystifié et ramené à sa juste portée. Vous le jugez, ce principe implique uniquement que la victime soit rétablie autant que faire se peut dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence du fait dommageable. Non l'impossible promesse d'un effacement rétroactif de son préjudice, mais la garantie d'une réparation appropriée, l'assurance d'une compensation adéquate. Dans cette approche réaliste de la responsabilité, l'auteur du dommage ne saurait être traité comme quantité négligeable. Faut-il le rappeler? La réparation intégrale ne constitue pas un principe constitutionnel. Le législateur en a pris bonne note, sans être censuré par les juges de la rue de Montpensier. Par exemple, la loi prévoit qu'un vendeur peut refuser la réparation ou le remplacement d'un bien réclamé par le consommateur en cas de coût disproportionné. Voilà bien affirmer la nécessité d'un équilibre entre les intérêts en présence. Ne pas accabler inutilement. Nous aspirions tous, selon Andy Warhol, à notre quart d'heure de célébrité. Désormais, nous n'aurions d'autre ambition que d'exhiber nos souffrances. L'époque est en effet à la sacralisation des victimes, dernier avatar de la figure christique. Mais le phénomène porte en lui un risque majeur, celui d'une justice vengeresse. Clint Eastwood reconverti en président de tribunal. Vous refuserez ce mauvais scénario. La responsabilité délictuelle cherche à réparer objectivement, non à châtier aveuglément. L'auteur du dommage a certes commis une faute, mais comme la victime, il reste un sujet titulaire de droits à part entière. Parmi ces droits figure celui tenant au respect de ses biens. Et ce droit conventionnel, vous l'avez déjà pris en compte pour tempérer les principes les mieux établis. Par exemple, vous avez retenu récemment que le juge de l'exécution, lorsqu'il statue sur la liquidation d'une astreinte, doit apprécier le caractère proportionné de son montant au regard du droit de propriété du débiteur. Cela alors même qu'était en jeu le droit conventionnellement protégé à l'exécution effective des décisions de justice. L'auteur d'un dommage n'est pas un citoyen de seconde zone. Il doit lui aussi bénéficier de ce contrôle de proportionnalité. L'atteinte portée à ses biens doit rester proportionnée à l'objectif poursuivi, et ce, quelle que soit la nature du dommage constaté. Qu'il soit matériel ou corporel importe peu. Lorsque deux modalités de réparation apparaissent également satisfaisantes pour la victime, rien ne justifie de choisir la plus onéreuse pour le responsable. Ce n'est pas là lui accorder un traitement de faveur indu. Comme pour tout justiciable, le droit au respect de ses biens doit peser dans la balance. Répétons-le, la victime peut exiger la réparation de son préjudice, non la mort économique du responsable. Contre les Robespierre intransigeants de la responsabilité délictuelle, vous ne vous résoudrez donc pas à conduire l'auteur du dommage à la guillotine. Vous réaffirmerez à l'inverse la nécessité d'un équilibre entre les différents droits en jeu. Et en exigeant ce contrôle de proportionnalité, vous n'affaiblirez en rien le principe de réparation dû à la victime, bien au contraire, vous assurerez sa permanence. Pérenniser. Avant de prendre place en cette grande chambre, vous êtes peut-être passé devant la statue de Saint-Louis. Trônant au cœur de la cour de cassation, l'œuvre a tout de l'image d'Épinal. C'est le pieux monarque rendant justice sous un chêne qu'a choisi de représenter le sculpteur Eugène Guillaume. L'enluminure du bon roi statuant en équité, sans aucun souci pour la stabilité de la règle de droit. Voilà, entendrez-vous sûrement, à quoi se réduirait le contrôle de proportionnalité. C'est oublier une chose. Quel que soit le nom qu'on lui donne, un tel contrôle est consubstantiel à la fonction de juger. Et parce qu'il n'est pas dans vos habitudes de tirer sur des moineaux à coups de canon, vous en exigez déjà la mise en œuvre dans de nombreux domaines. Vous ne partirez donc pas d'une page blanche en l'étendant à la matière extracontractuelle. S'inspirer pour transposer d'abord, corriger sans déstabiliser ensuite.
s'inspirer pour transposer. Le contrôle de proportionnalité ne revient pas à transformer les principes les plus fermes en règles flasques. L'ancien article 1382 du Code civil ne subira pas le même sort que ces montres molles peintes par Dali. Il s'agit seulement d'assurer la conciliation de différentes normes protégeant les intérêts de parties antagonistes, ici la victime et l'auteur du dommage. Cette mise en balance, la Cour de cassation n'a cessé d'en affirmer la nécessité. À plus forte raison lorsque, comme en l'espèce, c'est la démolition d'un immeuble qui est réclamée. La surélévation d'un bâtiment réalisée en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, c'est évidemment fâcheux. Il n'empêche, à juger la Chambre criminelle en 2021, la Cour d'appel ne pouvait en ordonner la démolition sans répondre aux prévenus qui soutenaient qu'une telle sanction porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de son domicile. Une construction empiétant de moitié sur une servitude conventionnelle de passage? La chose est regrettable, mais, à juger votre Chambre en 2019, cela ne dispensait pas les juges du fond de rechercher, eux aussi, si la démolition de cet immeuble ne constituait pas une mesure disproportionnée pour le responsable. Plus décisif encore, votre arrêt du 6 juillet 2023, rendu dans une affaire d'ouvrage non conforme aux stipulations contractuelles. À cette occasion, vous avez affirmé que le juge, saisi d'une demande de démolition-reconstruction, doit tenir compte de son coût pour le débiteur de bonne foi et de son intérêt pour le créancier. Et cela, que cette demande soit présentée au titre de l'exécution forcée ou sous couvert de dommages et intérêts d'un montant égal à celui de la démolition-reconstruction. Désormais, la chose est entendue, l'auteur d'un manquement contractuel ne peut se voir imposer une modalité de réparation si son coût apparaît manifestement disproportionné. Pourquoi faudrait-il qu'il en aille autrement pour l'auteur d'une faute délictuelle? Dans les deux cas, l'obligation de réparation est subordonnée aux mêmes conditions. Un comportement fautif, un dommage, un lien de causalité. Rien ne justifie donc de faire de la responsabilité extra-contractuelle le dernier bastion rétif à la mise en œuvre du contrôle de proportionnalité. Et que l'on se rassure immédiatement, de cette mise en œuvre, il ne résultera aucun cataclysme. Corriger sans déstabiliser. Vous souvenez-vous de Philippulus le prophète? Barbe blanche et longue toge, ce personnage d'Hergé sévit au début de l'Étoile mystérieuse. Alors qu'une météorite s'approche dangereusement de la Terre, il déambule dans les rues, annonçant la fin du monde avec délectation. Exaspéré par ce prophète de malheur, Tintin finit par lui vider un seau d'eau sur la tête. Finalement, la météorite passe son chemin, ce qui permet à notre reporter préféré de poursuivre ses aventures. Vous n'accorderez pas foi aux prévisions funestes vous promettant, avec le contrôle de proportionnalité, l'avènement d'une justice imprévisible. Et cela pour une raison simple. Ce contrôle n'a vocation à jouer que dans les cas les plus exceptionnels. En pratique, les juges du fond n'accueillent que très rarement le moyen tiré de ce que l'application d'une règle entraînerait des effets disproportionnés. Quant à vos arrêts rendus sur la question, ils se comptent sur les doigts d'une main. Ce correctif n'en doit pas moins être admis dans son principe en matière de responsabilité délictuelle. Une règle de droit est d'autant plus forte qu'elle est assortie de tempérament lui permettant d'épouser au plus près les circonstances de chaque espèce. Serait-il acceptable d'imposer à l'auteur du dommage sans ressources financières une modalité de réparation en nature dont la mise en œuvre lui coûtera 10 000, alors que la victime multimillionnaire aurait pu prétendre à 10 tout au plus de dommages et intérêts? Non, clairement non. Tel est d'ailleurs l'avis des auteurs du projet de réforme de la responsabilité civile. Son article 1261 prohibe ainsi la réparation en nature, dans l'hypothèse notamment d'une disproportion manifeste entre son coût pour le responsable et son intérêt pour la victime. Il s'inspire en cela de nombreux droits européens, notamment suisses et néerlandais. Au cas présent, il était assurément déraisonnable d'ordonner à l'auteur du pourvoi de réduire sa toiture de 70 cm au prix de travaux faramineux. Et ce, d'autant qu'une telle solution ne réglera probablement rien à la perte de panorama et d'ensoleillement dénoncée par la victime. La Cour d'appel aurait dû, à tout le moins, procéder à ce contrôle de proportionnalité.
Quittons la douceur de vie réunionnaise pour revenir un dernier instant à Bruxelles. La chose est incontestable, son hôtel de ville n'est pas le meilleur exemple de symétrie architecturale. Mais vous en conviendrez également, condamner pour cela son architecte à la pendaison apparaît pour le moins exorbitant, même à titre posthume. Vous vous refuserez pour votre part à troquer la balance contre le glaive, que l'auteur du dommage garantisse à la victime une réparation appropriée et son sort ne sera pas ignoré, vous casserez.